quelle image vous gardez de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? Habillage à la Marseillaise, bien sûr. Siani, vous qui les avez vécus de l'intérieur, ces JO. Ah bah moi, ça va être le sacre de l'équipe de France de cécifoot, évidemment. C'était hier soir, Ouais. au pied de la Tour Eiffel. Vous l'avez suivi pour le journal L'équipe, on en parlera dans quelques instants. Nabil. Moi, je les ai vécus de l'étranger, donc j'ai vécu l'épopée de la boxeuse algérienne. D'accord, vous étiez? Bah, forcément d'Algérie. Très bien. On va en parler dans quelques instants. C'était un des grands moments. Elle a été sacrée dans la catégorie moins de 66 kilos. Vous ne nous avez pas dit son nom, vous le gardez Ah oui, comment? Iman Khelif, oui, voilà. Très bien, Iman, qui a été donc sacré médaillé d'or. David, l'Italien. Moi, je vais revenir à la cérémonie d'ouverture et en particulier à la vasque et à tout ce que ça a représenté. Et on développera après. Régis. Moi, j'ai kiffé la finale du judo par équipe mixte. Ah oui. Ouais. J'ai trouvé ça fantastique. J'étais comme un fou, comme un dingue. J'ai sauté partout. J'ai trouvé que c'était, au niveau de l'intensité, du suspense, du scénario, de tout, j'ai trouvé ça fabuleux. Ça a été également une médaille d'or lors de cette finale absolument incroyable et renversante. Et enfin, vous, Président? Moi, j'ai redécouvert Paris. C'est extraordinaire. Aussi. Je l'ai vu dans des conditions exceptionnelles, des images. Si j'étais pas parisien, j'aurais envie de venir visiter Paris. Là, tout de suite. Mais demain, tout le monde est en grève, vraiment. Comment? Non, Camille, non. On va dire ça, c'est ce que les images qu'on a vues tout le long, les gros plans, sur le Grand Palais, les vues aériennes, c'était magnifique. Je crois, c'est l'ambiance. Après, il y a des événements un peu de partout, mais moi, ce que j'ai vécu dans l'ambiance. Après, il y avait des trucs qui sortaient un petit peu, mais c'était ça. Effectivement, on va rappeler que ces Jeux Olympiques étaient un petit peu disséminés partout, notamment autour des lieux parisiens mythiques comme la Tour Eiffel, on l'a vu également autour de la place de la Concorde. On va redébuter ces JO avec la cérémonie d'ouverture. Première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, une cérémonie qui s'est donc déroulée hors d'un stade. Moment exceptionnel parce que pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi, il y a, comme le disait Régis, il y a le judo, il y a la natation, il y a plein de choses exceptionnelles. Mais il faut se remettre dans le contexte de ce 26 juillet où on a un scepticisme ambiant qui est incroyable, voire de l'indifférence. Et moi, à partir du moment où j'allume ma télé et je vois Zizou et Djamel qui commencent donc la retransmission avec le petit sketch que j'ai trouvé super bien fichu, d'emblée, ça me rend dedans, ça me met dedans. Et ensuite, sur les 3-4 heures où ça dure, moi, j'en prends plein les miades. Alors, bien sûr, il y a 2-3 trucs comme ça où on ne comprend pas, mais peu importe. Pendant 3-4 heures, je suis scotché. Et à la fin, l'image qu'on a eue des choix qui a été fait des derniers porte-flammes, de ce génie d'avoir trouvé cette vasque, de cette image incroyable, le retour des montgolfiers à Paris, le côté technique de cette flamme complètement innovante, moi, ça m'a scotché et j'ai l'impression que ça a fait basculer quasiment 70 millions de Français du bon côté en une soirée. Et moi, ça même voilà, en reparlant, j'ai encore la chair de poule. Donc pour moi, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et je rajouterais dans un climat qui était quand même assez particulier, c'est moins qu'on puisse dire. Donc moi, j'en garde un souvenir vraiment très ému et qui, pour moi, a lancé formidablement ce qu'on a vu ensuite. On avait absolument, évidemment, besoin d'être unis, de sourire et d'être aussi émerveillés. Raymond, quoi qu'il se passe, nous aurons été les premiers à faire une cérémonie hors d'un stade. Nous aurons été les premiers à avoir cette idée également de la vasque. Ça restera dans l'histoire des Jeux Olympiques. C'est évident. Il y a les événements, ce que je disais tout à l'heure, mais le fonctionnement de ces JO sera difficile de faire mieux derrière. Il faut faire D'arriver autrement, hein. à trouver, il faudra faire autrement, mais personne ne pourra copier ça dans un cadre pareil. C'est impossible. Mais d'avoir eu le courage de le faire, et je suis d'accord avec toi, je veux dire, c'est le scepticisme total. Tout le monde disait avant, ça va être une catastrophe, ça va être n'importe quoi. Et finalement... Très souvent, on a entendu, ça va être annulé, ça ne sera pas sur la scène, voilà, on va se rabattre sur le Stade de France. Les craintes sur la sécurité La également. sécurité. Et tout a marché. Donc, Tout a marché. Bravo, on peut dire... Et en plus, il faisait un félicitations. temps apocalyptique et pourtant, ça a été absolument exceptionnel. Nabil, je me tourne vers vous. Donc, vous l'avez dit, vous étiez à l'étranger, vous étiez en Algérie et vous avez particulièrement vibré autour de cette grande championne, Iman Khelif, médaillée d'or en moins de 66 kilos. C'est de la boxe. Elle a vécu l'enfer avec énormément de critiques, mais elle a décroché le plus beau des métaux avec cette médaille d'or. Ouais, elle a été plus forte que la haine. Pour moi, c'est la médaille d'or de l'émotion, de la dignité. C'est vrai que vous, à juste titre, vous rappelez qu'elle a été victime de cyberharcèlement
aggravé sur les réseaux sociaux, où certains se sont permis de délivrer des certificats de genre. Et elle a été également l'objet d'une boule puante venue d'une fédération de boxe reniée par le CIO. Donc il y avait une histoire politique sous-jacente et elle a dû endurer tout ça. Et je l'ai trouvé absolument remarquable. Sportivement, elle a été à la hauteur. Et moi, du coup, comme j'étais en Algérie, j'ai senti un soutien inébranlable et incroyable derrière elle, à tel point que finalement, ces combats étaient attendus un peu comme, je sais pas, une demi-finale de Cannes, où tout le monde demandait à quelle heure elle allait combattre. Et j'ai senti un vrai soutien à son égard. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de la mettre en lumière. On rappelle que vous avez eu 2 médailles d'or au niveau de l'Algérie, et ce sont 2 femmes. Effectivement, c'est ce que vous me disiez, 2 femmes en or. C'était une en gymnastique et une donc en boxe. Régis, on rappelle le scénario complètement fou de cette médaille d'or également que la France a eu. Oui, donc c'était judo mixte. Ouais, c'est le scénario, c'est le judo aussi. Je suis pas forcément un fan de judo, mais le judo c'est les JO et les JO c'est en partie le judo aussi. Par équipe, en plus, ça décuple l'envie, ça décuple l'atmosphère, le suspense. En plus, là, il y a la mixité en plus, les garçons, les filles, une équipe. Et puis, le scénario, il est complètement dingue. On est mené 3-1. Il faut 4 victoires, évidemment, pour être médaille d'or. Il y a Gaba qui revient, qui gagne au Golden Score. Gaba, inconnu du grand public. Benjamin Gaba qui avant gagne au Golden Score. Derrière, il y a Clarisse Agbemenou qui gagne encore au Golden Score. On revient à 3-3. Et là, loterie. Et évidemment, à la loterie, le truc tourne. Incroyable. Et ça tombe sur la catégorie Teddy Riner, qui donc va combattre contre Tatsuro Saito, qui l'a battu juste avant, 1 heure avant, et les 2 gars vont se retrouver l'un en face de l'autre. Mais c'est un truc de malade. Et évidemment, on était quasiment battus, parce qu'à 3-1, Gaba était pas bien sur certaines séquences, on était battus. Et là, Riner gagne. Et là, et en plus, je me souviens, derrière, il y a eu un échange entre Saito et Riner sur les réseaux sociaux. Les 2 champions, le champion japonais et le champion français. Si t'es pas là, je suis pas là. Sans toi, il n'y a pas moi. Si t'es mon meilleur ennemi, t'es mon combattant, bravo à toi, bravo à nous, bravo au judo. Enfin, je sais pas, il y avait tout. Je trouve qu'il y avait tout. Et en 1 mois et demi, j'ai jamais retrouvé quelque chose d'aussi fort que ça. Abe, le champion japonais, et Teddy Riner, le champion français. On rappelle que Teddy Riner, évidemment, c'est un monstre absolu en France, mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement vénéré au Japon. J'étais avec une japonaise en voyage la semaine dernière qui me disait mais évidemment nous aussi on l'aime parce que c'est la grande classe et même s'il nous bat c'est tout simplement le meilleur. Sani, sur ce scénario, vous l'écrivez, vous ne changez pas une ligne. On est aux portes de l'élimination, le 3-3, le tirage au sort avec Teddy Riner. Teddy Riner qui gagne encore une médaille d'or et qui finalement nous dit non, c'est pas fini, rendez-vous dans 4 ans à Los Angeles. On a envie de revoir Teddy Riner, on n'a pas envie qu'il s'arrête. Et moi, c'est un formidable athlète. En plus, on a grandi, à peu près de la génération Teddy Riner, donc on a grandi avec lui, on l'a vu débuter, on l'a vu gagner tous ses titres mondiaux, on l'a vu dépasser David Douillet. C'est devenu, il parlait de super-héros, pour moi, c'est un super-héros. J'étais ravie de le voir allumer la vasque en compagnie de Marie-Josée Pérec. C'était 2 générations d'athlètes exceptionnels, en plus qui viennent des Antilles. Pour moi, c'est waouh. C'est encore un cran au-dessus. Donc, pour moi, il symbolise tellement de choses. Et savoir qu'il sera potentiellement là en 2028, ça me remplit de joie parce que on sent qu'il en a encore sous le pied et qu'il peut encore aller chercher, peut-être pas l'or, mais encore une belle médaille. Il peut tout. Raymond, on le rappelle, il a 5 médailles d'or, 3 en individuel, 2 en équipe, vu qu'il avait déjà gagné à Tokyo en équipe. Teddy Riner, c'est quand même absolument incroyable, parce que vous en parliez, Clarisse avait échoué, elle voulait le titre olympique, elle ne l'a pas eu. Teddy, il l'a en individuel, il le ramène également par équipe. Il ne s'arrête jamais. Mais on a même peur pour 2028 en disant pourquoi tu ne t'arrêtes pas maintenant alors que tu es juste sur le toit du monde. Et oui, il est exceptionnel, mais je ne veux pas répéter dans le monde entier. Je veux dire, il est reconnu, c'est une icône, c'est un monument. Je veux dire, il y a des monuments à Paris, on en a un de plus, là, avec ce qu'il a fait. Avec la pression qu'il avait en plus, oui, de faire ça à domicile. C'est ça. Mais en plus, excusez Régis, c'est
c'est ce retournement avec le scénario. Avec le scénario. Le tirage au sort. Ça, c'est le tirage au sort. Tu le vois, le truc. tirage au sort. C'est un peu comme la roue de la fortune. On a tous crié à ce moment-là. Moi, j'ai crié à ce moment-là dans mon salon. Je ne voudrais pas finir ce passage sur les JO sans faire une petite page sur l'équipe de France de foot. Oui, mais c'est pas du tout fini, donc ça sera plus tard. Fini. Non, c'est pas fini. Non, mais pas celle qui a gagné la Non, mais la c'est pas médaille. fini. On va encore parler un petit peu du judo. D'accord. Le foot a souvent beaucoup de place. On va en parler, mais on va rester un petit peu sur le judo avec vous. Charles-Antoine, vous avez été également au plus près des athlètes. Vous avez vécu des grandes compétitions sur site. Et vous, alors, quelle est votre image de ces Jeux Olympiques et Paralympiques ? Mon super-héros, c'est un Paralympien, Cyril Jonard. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a réussi à attraper la médaille de bronze hier. C'est un garçon, même un homme, puisqu'il a 48 ans, formidable. Il m'a vraiment ému. J'ai lâché quelques larmes devant ma télé, devant ses combats, ici au Club France quand on l'a rencontré. Il s'est battu en demi-finale, vous savez, il a mis ce hippon à la dernière seconde, puis refusé par l'arbitre, et puis il perd au Golden Score, alors qu'il aurait pu être en finale. C'est un homme qui a 3 médailles aux Jeux Paralympiques et une en or, et c'était il y a 20 ans à Athènes. Je ne sais pas si vous imaginez la longévité de ce monsieur sourd et aveugle qui combat dans un silence total, dans une bulle. On a pu le rencontrer hier soir, c'était un moment fabuleux au Club France avec Victor Coudreau. Il était accompagné de son guide qu'il aime, qu'il aide dans toutes les situations, son guide, et qui est également son entraîneur, Jason Guillot, qui lui a traduit notre discussion. Un moment fabuleux, il parle dans sa main pour essayer de comprendre, il lui écrit les lettres, il comprend tout, énormément d'humour, et c'est un garçon qui m'a énormément ému, c'était un combat intense. C'est là où les Jeux Paralympiques, ils ont réussi finalement c'est grâce à ces JO, on a eu beaucoup d'émotions, et je pense beaucoup aux Jeux Paralympiques, c'est une de mes dernières émotions et c'est la plus forte. Merci beaucoup Charles-Antoine, vous l'avez dit, Cyril Jonard, il a été sacré à Athènes. Après à Pékin, il a eu la médaille d'argent et donc il a eu cette médaille de bronze à Paris. Il est devenu progressivement aveugle. Ce sont aussi des histoires absolument incroyables de tous ces athlètes valides et paralympiques. On va en parler, ça y est, c'est le moment. Et notamment donc du cécifoot, Siani, on le rappelle. Alors vous avez suivi les garçons de Thierry Henry, je ne sais pas si c'est d'eux dont vous pouvez parler, et aussi l'équipe de cécifoot qui nous a ramené la dernière médaille d'or de notre moisson. Alors moi j'ai suivi les filles d'Hervé Renard. Ah oui, et vous étiez à la finale de Thierry Henry. Exactement. Et le cécifoot, alors j'ai pas suivi les paras, j'ai juste fait un papier, mais alors c'est une histoire très personnelle avec le cécifoot. C'est le Bondy Cécifoot Club, c'est un club que j'ai rejoint comme ça de manière associative il y a 3 ans. Donc j'ai découvert 4 joueurs de l'équipe de France, donc Martin Baron, Tidiane Diakité, Gaël Rivière et Hakim Azerki. Et en fait, il y a 3 ans, il y a 4 ans, quand je les rencontre, on ne pensait pas qu'ils seraient capables de décrocher une médaille d'or. Et ce qu'ils font, c'est exceptionnel. C'est des gens qui sont d'une grande gentillesse, d'une énorme humilité, pardon. Ils sont amateurs. C'est pas du tout leur boulot. Ils ont tous ils ont un boulot, un métier à côté de cette carrière de joueurs de cécifoot. Et c'est des gens qui sont vraiment exceptionnels. Et il y a 3 semaines, je discutais avec Martin Baron et il n'envisageait même pas de gagner une médaille d'or. Pour lui, c'était pas concevable. Et quand je l'ai vu hier soir au Club France faire la fête, quand j'ai regardé ce match-là, j'étais tellement heureuse pour lui de ses émotions. Martin, c'est pas forcément quelqu'un qui montre ses émotions, et de le voir pleurer à la fin de chaque match quasiment, ça m'a fait quelque chose. Et vraiment, c'est des chouettes gars. Et le capitaine, Frédéric Villeroux, je l'ai vu il y a 2 mois. Il y avait la finale du championnat de France que Bordeaux a remporté, son club. Il était exceptionnel sur le terrain. Et le choc que j'ai eu, c'est que à la Tour Eiffel, il y avait 10 000 personnes qui les encourageaient. Et sur la phase finale, on était 50 sur le bord du terrain à voir ces joueurs. Enfin, ils font la même chose. Et j'espère vraiment que après les Jeux, les gens viendront les voir parce que c'est des athlètes exceptionnels, c'est des êtres humains, mais formidables. Mais vraiment, ils ont beaucoup de choses à offrir, à partager. Et ils méritent qu'on continue à suivre le cécifoot, ils méritent qu'on continue à venir les voir jouer. Il faut savoir que l'équipe de France est championne d'Europe. Il y a 2 ans, ils ont été sacrés champions d'Europe. Et
dans l'anonymat presque le plus complet et de voir maintenant qu'ils sont sous les feux des projecteurs, qu'ils ont amené la dernière médaille d'or pour le Team France. Et qu'ils ont fait 74e. Exactement. Et qu'ils ont fait vibrer autant de monde, j'ai envie de dire aux gens. Ils ont battu l'Argentine. Oui, effectivement. Non, mais il faut rappeler aussi ça, Siani, c'est le scénario. Le scénario, oui. On bat l'Argentine au tir au but. Le cadre est dingue, vous l'avez dit. Magnifique, c'est au pied de la Tour Eiffel, il y a cette ola silencieuse qui a été inventée, parce qu'il faut le rappeler pour certaines personnes, il y a donc des joueurs malvoyants ou non-voyants, et il faut qu'ils entendent le gros lot dans le ballon. Le gardien aussi, les entraîneurs, etc. Donc il faut qu'il y ait le silence le plus total. Et donc il y a le speaker qui a inventé cette ola silencieuse. C'est incroyable. C'est j'étais en plus ce jour-là, c'était le premier match, c'était France-Brésil. Et donc effectivement, on part sur la ola, on faisait beaucoup de bruit. Et là, le speaker nous demande de ralentir la ola. Et ensuite de faire un silence parce que le jeu reprenait, donc ça a continué. Je sais pas, ça a duré 5 minutes de hola comme ça, silencieuse, au ralenti. Et dès que le ballon sortait où il y avait une faute, ça repartait, on faisait du bruit. Mais c'était incroyable. Et franchement, ça fait 3-4 ans, 2021. Je vais voir des matchs de CC Foot et voir cette ambiance, c'est un choc, quoi. On se dit, ils le méritent parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Et on va écouter un homme dont vous venez de parler, c'est Frédéric Villeroux, c'est le capitaine, de cette équipe. C'est lui qui a été l'auteur du TAB vainqueur, du tir au but vainqueur. Il était déjà là il y a 12 ans lors de la médaille d'argent à Londres, mais là, c'est la médaille d'or. On l'écoute. C'est inoubliable. Je pense que le stade, c'était énorme. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment inoubliable. On est à Paris, quoi, sous la Tour Eiffel, et c'est une médaille d'or qu'on vient de gagner, quoi. Donc voilà, c'était un moment inoubliable et qui restera gravé. Et on a écrit l'histoire. On vous remercie tous et maintenant, il faut continuer à parler du CC Foot sur les médias. Et il y a de grandes chances qu'il y ait certains champions du CC Foot qui soient dans l'équipe du soir cette semaine, parce que vous nous avez dit, Siani, que beaucoup étaient fans de l'équipe du soir. Ils sont fans de l'émission, ils m'en parlent tout le temps. Ils vous adorent, vraiment. Donc, pour tout vous dire, on les avait invités ce soir, mais ils ne pouvaient pas venir parce qu'il y avait la cérémonie de clôture et ça ne matchait pas au niveau des horaires. Mais je pense que dans la semaine, Mémé sera ravi de les avoir. Vous vouliez parler du foot en général pendant Non, juste une petite parenthèse. Il y a le CC Foot, mais dans le foot spécifique des handicapés, il y a le foot sur béquille. Et qui est extraordinaire quand on les voit jouer, c'est fabuleux. Et il y a les championnats d'Europe qui se jouent, je crois, la semaine prochaine ou dans 10 jours, et le PFC est qualifié. Et ils ont une équipe, c'est eux qui sont champions de France tous les ans et qui jouent. Mais je voulais surtout parler de la place du foot aux Jeux Olympiques. Je trouve que c'est une aberration. C'est quand même le seul sport qui va avec... pas avec les meilleurs. Déjà, pas avec les garçons. Les garçons, oui. Pas les filles, on ne les a pas vues. Ou pas oui, non, mais les filles, c'est les meilleures dans les équipes de filles, les autres. Les filles, donc. Les filles d'Hervé Renard étaient bien engagées, Raymond, mais ça s'est mal passé. Le foot masculin est le seul sport où on y va avec des joueurs qui ont une limite d'âge et on a la moitié des joueurs parce que les clubs les retiennent et ne peuvent pas les prendre. C'est une aberration, ça n'a rien à faire au JO. Ah non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord, non. On rappelle qu'on a eu la médaille d'argent avec Thierry Henry. Le problème, c'est la FIFA. Ils ont pas envie. C'est une date FIFA pour l'équipe, pas pour les garçons. C'est pas le moment, là, Raymond. On a des sourires, là, carton jaune, enfin. Mais non, j'ai dit, on n'aurait jamais donné la parole si j'avais compris que c'était pour ça. On peut mettre le foot à 7. Oui, on peut mettre le rugby, il a bien fait. Le rugby, ils ont trouvé un truc qui leur permet de. Parlons des jeux et de ces jeux. Et bien justement, vous m'avez escroqué sur ce coup-là. Je veux dire, quand je pense que les Américains, ils vont nous mettre le cricket ou le baseball là-bas et que nous, on n'a pas été capable de mettre la pétanque. Et ça, ils ont le droit. Chaque fois qu'il y a une Olympiade, chaque fois qu'il y a des JO, le pays a le droit à choisir des sports. Vous en parlerez avec Tony Estanguet un petit peu plus tard. Messieurs, dames, ces JO, ça a été une réussite absolue, on l'a dit, en termes d'organisation, en termes de sécurité. Il y aura un avant et un après JO 2024. Est-ce qu'on est devenu la valeur étalon ? Je ne sais pas si on est devenu la valeur étalon, mais moi je pense à un homme, c'est Tony Estanguet. Bah oui. Non mais franchement, on veut qu'il soit nommé ministre des Sports. Mais il peut être ministre de ce qu'il veut, il peut être Premier ministre. Quand tu as réussi à faire un truc comme ça à l'échelle planétaire, parce que David en parlait tout à l'heure, mais franchement, moi j'aurais pas mis 50 centimes d'euros sur la cérémonie d'ouverture. Même les plus grands sociologues, les plus grands politologues disaient il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Il y a le risque d'attentat, il est suprême. Et ils étaient tous là, ils luttaient contre la défiance permanente, on va y arriver, on va le faire, on a fait ce qu'il fallait. Franchement, c'est hyper costaud. Et puis du premier jour, je ne sais pas combien de temps, en quelle année on a su qu'on avait les JO de 2024,
On les a appris en septembre 2017, c'était 7 ans. 7 ans. au Pérou. Et c'était après, on rappelle, le fiasco, enfin en tout cas l'énorme déception lorsque c'était Londres qui les avait eus en 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez des éditions précédentes, mais avant chaque Jeux Olympiques, globalement, on nous dit que ça va mal se passer, que ça va être le bazar. Ouais, c'était le cas en Chine, c'était le cas au Brésil. À chaque fois, on est hyper à Londres, c'était le cas. Il y a dissolution. Après, ça Il y avait dépend. plus de gouvernement. Il y avait plus On nous rien. menaçait de grève Après, ça dépend quelle chaîne tu mets, quoi. Mais c'est vrai que globalement, à chaque fois. Non, mais honnêtement, alors c'est une compétition que j'adore. Et avant chaque jeu, on a les mêmes discours. Non, mais je t'assure, relis au Brésil, il y avait un climat social terrible. Et il y a de l'insécurité au Brésil. Oui, mais encore une fois, la cérémonie d'ouverture. On peut rester, s'il vous plaît, sur ces Jeux Olympiques de Paris. Sur les Jeux Olympiques. À chaque fois, on était ravis que ce soit bien passé. Les JO, globalement, c'est une parenthèse de bonheur où que ce soit. Nabil, en 2022, on a été la risée du monde, ou en tout cas de l'Europe, avec la finale de la Ligue des Champions, qui a été un fiasco. Là, est-ce qu'on a déjà redorer notre image à l'international? Est-ce qu'on a reprouvé qu'on savait, et version XXL, organiser des événements? Et est-ce que à Los Angeles, évidemment qu'ils seront magnifiques ceux de Los Angeles, mais ils se disent, on a eu une Olympiade précédente absolument sublime, magnifique, à sur tous les niveaux? Moi, je rejoins tout ce que vous dites. Déjà, en termes de soft power, puisque c'est un mot à la mode, je veux dire, ça a contribué clairement au rayonnement de la France dans le monde. Dire le contraire, c'est un mensonge. Alors, certains peuvent toujours discuter et débattre, et c'est bien parce que c'est la liberté d'expression, éventuellement, une cérémonie d'ouverture qui a été pour certains clivante, et puis bon, je pense que c'est bien, le débat, ça enrichit l'esprit. Moi, je pense qu'on a une valeur étalon, parce que j'ai un peu surveillé ce qui s'est passé très vite du côté de Los Angeles, quand ils ont passé ils ont fait la transition, ils ont passé la flamme. Ils ont fait un truc là en bord de plage avec comment il s'appelle Snoop Dogg et Dr. Dre. C'est pas Martine et Martin qui chantent à la fois. J'ai vu que la presse américaine était déjà sous pression. Ils avaient trouvé ça à moitié ringard par rapport à ce qu'ils avaient déjà vu avant du côté. Non, mais je vous narre ce que j'ai lu. Ce qui veut dire que si c'est les infos en direct de LA. Non, mais ça veut dire évidemment qu'ils vont faire des trucs extraordinaires. Mais ça veut dire que c'est un peu comme avec du Plantis. C'est-à-dire que la barre, on l'a quand même mis à peut-être à 6,20, ce qui est déjà énorme. Peut-être que les Américains feront 6,22. Et pourquoi pas, au final, quelque part, parce que ça voudra dire que c'est aussi du plaisir, quelque chose qui est réussi ailleurs. Mais je suis d'accord avec vous. On a quand même un indicateur par rapport à ça. Et les gens étaient sympas, c'est important à dire. Ah oui. Et l'organisation était parfaite. J'ai eu l'impression d'un pays soudé. Camille a raison, les volontaires géniaux. J'ai jamais autant aimé aller au Stade de payer un France. peu la prochaine fois. Et la sécurité également. La parce que même les forces de l'ordre. Les transports en commun dans Paris, magnifique. Quel bonheur. Ah non, mais un métro, ça pouvait 3 minutes. Il y a quand même un élément qui prouve qu'on a quand même réussi, c'est que même les Anglais ont reconnu qu'on avait fait quelque chose d'exceptionnel et qu'on avait sans doute même fait mieux que Londres. Alors qu'on mettait beaucoup en avant les JO de Londres, comme référence, qui était une totale réussite. Même eux reconnaissent que, à minima, on a fait au moins aussi bien, voire ça leur fait mal, on comprend de le dire. On a balayé, on a. Merci Tony. On a même réussi à associer Paris et Marseille pour les JO. Un truc fabuleux. Et puis les médailles, c'est vrai qu'il faut leur dire merci. Les médailles, le quota, il a été globalement rempli. Mais Camille l'a dit, bien sûr. On devait faire le top 5 pour les JO, ça a été fait. On devait faire le top 8 pour les paras, ça a été fait également. Voilà. Top 8 pour les paras. Maintenant, quand même, Karine, si on veut rester sur quelque chose de positif, ça serait bien que ce mois et quelques qu'on a vécu se prolonge. Que ça ne soit pas qu'une parenthèse. Exactement, que ça soit au niveau de la cohésion, mais également aussi au niveau de la place et de l'accessibilité, évidemment. Parce que venir pour les médailles, c'est bien. Non, mais les politiques, venir pour les médailles, c'est bien, mais être sur l'accessibilité, c'est mieux. Et puis un autre truc qui est quand même important, on pourra le mesurer très rapidement s'il y a un effet quand même sur le bien-être de la population, avec le nombre de licences ou pas qui vont exploser dans certains sports. Et les forums des associations, apparemment, ça déborde de partout. Et les gens commencent à venir. On va devenir peut-être un pays de sport. J'ai été m'inscrire au tennis de table. Écoutez, parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer beaucoup, donc je sais que ça pourrait peut-être me correspondre. C'est une très bonne idée. Vous êtes peut-être le futur Félix Brun. Le brun. Je suis brun, ça c'est sûr, mais alors Félix, on verra pas sûr. Camille, la une de ce lundi. Oui, bien évidemment, ces Jeux olympiques et paralympiques, the end, c'est la fin. Cette fois-ci, c'est terminé. La vasque s'est éteinte aux Tuileries ce soir, mais la France a évidemment réussi. Et vous voyez ce petit hommage avec la statue qui se prend les mains dans la tête. Voilà, il va falloir s'en remettre. Une des réussites aussi, ça a été le public et les supporters français.